Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence pour pas que je vous fasse prendre de retard sur votre journée et surtout sur votre déjeuner. Vous êtes peut-être venus de loin. Donc je me présente, Éléonore Tron, je suis médecin de santé publique à l'Agence régionale de santé au sein du pôle ressources humaines en santé dans la direction de l'offre de soins. Donc on m'a demandé d'intervenir sur cet atelier sur comment rédiger ou mettre en œuvre un protocole de coopération. Donc c'est un atelier qui va durer 1 heure. Dans le déroulement, je vous propose qu'on commence par un petit temps de présentation de chacun, de qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et quelles sont vos attentes sur cet atelier. Qu'on définisse ensemble les objectifs de l'atelier et que je m'assure que ce que j'ai prévu de vous présenter réponde à vos attentes, sinon on adaptera bien sûr. On reverra ensemble qu'est-ce qu'un protocole de coopération et surtout ce qui ne l'est pas. Quels protocoles peuvent être mis en œuvre dans une MSP, puisque c'est quand même le sujet du jour, et les démarches qu'il faut effectuer pour le mettre en œuvre et les ressources qui sont à votre disposition pour cette démarche. Alors, je vous propose qu'on commence par ici. Si vous pouvez juste donc me dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là aujourd'hui et vos attentes sur cet atelier aujourd'hui. Bonjour, je suis Angélique Docarmo, je suis infirmière et je ne suis dans aucune MSP, aucune CPTS, mais en création et peut-être en voie d'être coordinatrice. Probablement que oui, mais voilà, je suis ici pour découvrir. Nathalie Frosté, moi je suis coordinatrice à la maison de santé à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Et j'assiste à cet atelier pour tout ce que vous avez dit avant, toute la liste, donc parfait. Frédéric Urlacher, médecin généraliste dans la même MSP de maison de santé du Piémont-Oloronnais à Oloron-Sainte-Marie. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ce qu'a dit Nathalie, c'est qu'on est en train d'essayer de transposer un protocole national dans le système d'information. Donc là, c'est du concret, donc on va probablement avoir des questions. Sylvie Péot, coordinatrice de la maison de santé Les Rives du Gave, Puyot, Batch, Bérinx, multisite. Nous, on n'a encore pas de protocole de coopération, donc si des fois on a besoin, on aura certainement besoin un jour. Donc voir comment ça fonctionne, comment ça se fait et tout. Voilà. Céline Griès, je suis coordinatrice à Mareuil en Dordogne. Nous, on a lu les décrets pour les protocoles de coopération, mais on ne sait pas trop quoi en faire en pratique. Qui fait quoi, l'ordonnance, comment ça marche, c'est vraiment les détails pratico-pratiques, on ne sait pas quoi faire pour l'instant. Voilà. Mathilde Ribérou, moi je suis coordinatrice de la maison de santé d'Angoulême. Et un petit peu comme toi, c'est aussi pour répondre à toutes les questions qui avaient été évoquées juste avant. Marie Perrier, future coordinatrice de la maison de santé de Masseret en Corrèze. Et moi, en fait, comme je suis en prise de fonction, c'est découverte. Bonjour, Maëlys Grégoire, coordinatrice à Mimizan. Nous n'avons pas encore mis en place de protocole de coopération. Je suis en attente de voir ce qui va être dit aujourd'hui. On a lancé quelques groupes, mais pour l'instant, rien de concret a été fait. Bonjour, Émilie Montori, donc je suis infirmière libérale à la MSP de Mimizan et co-gérante de la MSP. Donc idem que Maëlys, on est là pour apprendre. Bonjour, je suis Clémence Poulinier, je suis chargée de mission en charge de l'accompagnement des maisons de santé à la caisse primaire. Je suis toujours là pour apprendre. Donc Chloé Denisot, je suis interne de première année de médecine générale à la maison de santé de Barbezieux, donc dans le sud Charente. Et du coup, je suis là pour découvrir. Bonjour, Mounja Balidan, je suis médecin généraliste à la MSP de Barbezieux, donc le maître de stage de Chloé. Nous, on n'a pas de protocole, on est sollicité par les pharmaciens et c'est un peu un gros mot chez nous. Donc on vient, je viens voir. Bonjour, Manuela Campobasso, je suis coordinatrice dans 2 maisons de santé. Donc la première à Marensin, qui se trouve près de Libourne, et la deuxième à Saint-Savin, en Haute-Gironde. Et donc moi, en tant que coordinatrice, ça serait plutôt de trouver les bons arguments pour pousser mes professionnels à rentrer dans des protocoles de coopération.
Bonjour, Victor Terraza, je suis président d'Avec Santé Nouvelle-Aquitaine et je suis censé être le référent protocole de coopération pour la fédération. Et je suis kiné dans une MSP à Créon, en Gironde. Et tu as des attentes ? Et mes attentes, c'est d'en apprendre toujours un peu plus. Bonjour, je suis Julie Mackelberg, je suis médecin généraliste dans une maison de santé en Gironde, à 20 km d'ici. Moi, pour le coup, j'ai mis en œuvre un protocole, donc je pourrais vous en parler, plutôt porté par la CPTS, mais effectivement, on l'a largement repris dans notre MSP et c'était super. Donc je vous en reparlerai. Et par ailleurs aussi, donc moi je suis vraiment dans cette idée qu'on travaille mieux en équipe. Et donc je suis aussi dans une expérimentation qui va être menée plus loin dans un autre atelier qui est l'article 51, où là effectivement on est vraiment dans cette idée de paiement forfaitaire, mais du coup, bon, on en reparlera. Donc je suis là pour échanger avec vous et probablement en apprendre aussi. Bonjour, Véronique Boussuge, médecin généraliste à l'MSP de Ruelle, banlieue d'Angoulême. Donc, pareil que ce qui a été dit, protocole de coopération, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, voilà, avec qui, comment, voilà. Bonjour, Sylvia Piat, je suis secrétaire médicale à la MSP de Ruelle-sur-Touvre, l'assistante de coordination de notre coordinatrice, évidemment, et toute nouvelle coordinatrice de CPTS. Donc mes attentes, c'est un petit peu, oui, comment motiver les équipes à entrer dans les protocoles, bien savoir ce qu'est un protocole et ce qui ne l'est pas. Voilà, enfin toutes les questions qui ont été un peu dites avant. Très bien. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette petite présentation. C'est toujours intéressant quand on fait un atelier et quand voilà, on échange ensemble de se connaître un peu plus. Et moi, mes attentes quand même, parce que je ne l'ai pas dit, déjà d'échanger avec vous, parce que pour nous, c'est vrai que c'est bien beau d'être à l'agence et de promouvoir des choses, mais si on peut en échanger avec les professionnels et voir les freins que vous rencontrez au quotidien, c'est toujours ça de plus. Je suis ravie d'avoir quelqu'un de la caisse primaire, parce que c'est un gros sujet de coordination aussi sur ces sujets. Et voilà, juste sur l'atelier précisément, moi j'attends que vous participiez, parce que l'idée n'était pas du tout de vous faire une présentation à plat des protocoles de coopération. Vous avez plein d'infos sur Internet pour ça. Donc voilà, je vous invite à prendre la parole de façon simple et on en sortira tous enrichis. Alors, donc, sur les objectifs, ce que j'avais ciblé, et je pense qu'on est à peu près sur les objectifs, mis à part quelques demandes plus spécifiques, je pense notamment sur l'approfondissement, sur vraiment plus concrètement les aspects pratico-pratiques. Donc je l'ai bien entendu, on pourra y passer un peu de temps à la fin. Et sur convaincre, j'avais pas prévu de faire un plaidoyer ou de donner des arguments, mais peut-être qu'en étant plus au clair sur ce qu'est un protocole de coopération, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les responsabilités de chacun, et les limites du modèle économique, vous serez plus armés en tout cas pour y répondre. Donc voilà. Donc premier objectif pour moi, et c'est déjà je pense vraiment un élément essentiel, parce qu'on est souvent sollicité sur des incompréhensions de ce qu'est un protocole de coopération. Qu'est-ce qu'un protocole de coopération? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand est-ce qu'on en a besoin ou quand est-ce qu'on n'en a pas besoin? Savoir la démarche qu'on a à faire, très concrètement, de façon pratico-pratique, qu'est-ce qu'on doit déclarer, qu'est-ce qu'on doit demander à l'agence, qu'est-ce qu'on doit demander à la CEPAM, et identifier les personnes ressources ou les ressources que vous pouvez trouver sur Internet pour vraiment vous aider dans cette démarche ou vous accompagner. Donc j'ai bien noté que vous êtes référent protocole coopération de la FED, donc déjà vous avez une première ressource parmi nous, donc c'est parfait. Est-ce qu'on peut dire que ça correspond à peu près aux attentes de chacun? Très bien. N'hésitez pas, si à un moment vous voyez qu'à la fin de l'atelier on n'a pas répondu, vous revenez vers moi et on précisera pour vos attentes à vous. Alors, premier exercice que je vais vous proposer, c'est que vous ayez des post-it, on va les distribuer, et que vous, en 2 minutes, vous essayez sur le post-it de me dire ce qu'est un protocole de coopération. Alors, ça peut être des mots-clés, ça peut être une phrase, ça peut être, de façon très simple, ou si vous ne savez pas vraiment le définir, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. On va se laisser 2 minutes, et puis on verra ensemble ce que vous avez noté, et je préciserai les notions s'il y a besoin.
Alors, je vous propose qu'on les lise ensemble et puis qu'on précise au fur et à mesure, et puis je reviendrai sur la définition réglementaire après. Alors, délégation de tâches, prise en charge, pathologie entre délégants et délégués. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, effectivement, je trouve que délégation de tâches est une des définitions les plus simples qu'on puisse prendre. Prise en charge pathologie entre délégants et délégués. Alors oui, pathologie au sens large, parce que ça peut recouvrir différents aspects de la pathologie. Et entre délégants et délégués, c'est très bien. Il manque une petite notion sur la délégation de tâches. Partenariat, appui, soutien santé. Ah ben ça c'est chouette, très chouette comme approche. Je pense que pour mettre en place des protocoles de coopération, il faut être dans ces démarches, effectivement. Délégation de tâches encadrée par le protocole. Alors ça, tout à fait. Le protocole cadre, en fait, la délégation de tâches et la sécurise. Travail en équipe, formation et délégation. Alors effectivement, travail en équipe, on a un délégant et un délégué au moins. Formation, très important. Dans tous les protocoles, il y a un aspect formation et une délégation. C'est l'application concrète de la délégation de compétences. Alors, très intéressant parce qu'effectivement, ce mot-là, compétence, est vraiment un des mots-clés dans les protocoles de coopération. C'est-à-dire qu'on délègue une tâche, mais en fait, on déroge à un décret de compétence. Et donc, il faut vraiment, cette notion de compétence, elle est vraiment très importante dans la définition de protocole. Parce qu'on peut transférer une tâche à quelqu'un sans pour autant déroger à son décret de compétence. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de protocole. Communication, organisation, facilitation. Le protocole doit être une délégation de tâches connue de tous, organisée et validée. Alors, communication, oui. Et d'ailleurs, c'est prévu dans les protocoles, les modalités de communication. Organisation, effectivement, elles sont précisées dans les protocoles. On espère en tout cas que c'est facilitateur. Donc, délégation de tâches connue de tous. Alors, oui, au moins de l'équipe qui le met en œuvre. Et organisée et validée. Alors, validée, on reviendra à cette notion. Délégation de tâches habituellement faites par les médecins vers les paramédicaux. Alors, nous... quid de la responsabilité des médecins, je pense. Alors, oui, pas tout à fait. Alors, ça peut être une délégation des médecins vers les paramédicaux, mais en fait, c'est surtout une délégation entre professionnels de santé, donc d'un professionnel de santé à un autre. Le professionnel de santé délégant n'est pas forcément médecin et le délégué n'est pas forcément paramédicaux, même si la plupart du temps. Et dans les faits, actuellement, j'ai beaucoup de protocoles avec des médecins délégants, mais j'en ai aussi avec des chirurgiens dentistes qui sont délégants. Voilà, on peut avoir des kinés délégants. Donc, c'est pas forcément des délégants médecins. Délégation de tâches, on l'a vu. Faciliter l'exercice professionnel et gagner du temps. Alors, gagner du temps, ça dépend pour qui. Parce que le délégué, il peut avoir plus d'activités via les protocoles. Mais en tout cas, faciliter l'exercice professionnel, oui. Gagner du temps, si on le voit au niveau équipe, je ne suis pas sûre qu'au final, l'équipe gagne du temps. Par contre, le délégant, normalement, est censé en gagner. Gain de temps, donc ça, c'était la même notion. Délégation de tâches pluripro. Délégation de tâches, sortir de son champ de compétences. Donc ça, c'est la notion de compétence qui revient et qui est vraiment essentielle. Décharger le médecin traitant. Alors ça, c'est ce que je disais. Décharger, pas forcément, et pas forcément le médecin traitant en l'occurrence, mais ça peut être le médecin traitant. Une aide à la prise en charge. Déléguer, tout à fait. Mise en accord de plusieurs professionnels autour d'une prise en charge. Alors oui, c'est important cette notion parce qu'effectivement, quand une équipe adhère à un même protocole, on peut se dire qu'ils sont d'accord sur la prise en charge. Donc ça permet, en l'occurrence, quand on rédige des protocoles, de se mettre d'accord sur la meilleure prise en charge au regard notamment des recommandations de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et c'est vrai que certains protocoles coopération prévoyant tous les aspects de bonne pratique d'une prise en charge de pathologie sont quand même, s'ils sont bien appliqués, garants aussi d'une bonne qualité de prise en charge.
travailler en équipe pluripro. Délégation des rôles entre les professionnels de santé autour d'une tâche précise. Ah oui, c'est les compétences autour d'une tâche précise. Une ou plusieurs, d'ailleurs, dans un protocole. Donc, globalement, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'est un protocole coopération. Donc, si je reprends la définition réglementaire, c'est un protocole coopération, c'est ce qui permet une délégation d'activités ou d'actes, de prévention, de diagnostic ou de soins, de professionnels de santé délégants vers des professionnels de santé délégués, en dérogeant au décret de compétence. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de dérogation au décret de compétence, ce n'est pas un protocole de coopération. Ce qui signifie qu'il faut vérifier les décrets de compétence des professionnels de santé délégués. Donc, en fait, c'est un professionnel de santé délégant qui délègue une activité dont lui a la compétence à un professionnel de santé délégué qui, lui, n'en a pas la compétence dans son décret de compétence. Et donc, le but du protocole, ça va être de lui déléguer en toute sécurité après une formation à cette compétence et dans un cadre particulier. Donc, bien sûr, dans un protocole, il y a des critères d'inclusion ou d'exclusion en fonction de cette compétence. On va déléguer, par exemple, sur une prise en charge, par exemple, suivi de l'hypertension artérielle d'un patient. Donc, un médecin qui déléguerait à une infirmière, il va déléguer des choses qui sont classiques, entre guillemets. Il ne va pas déléguer les patients avec des risques particuliers, etc. Donc, il y a quand même un niveau de délégation qui peut être défini dans les protocoles. Et ce n'est pas parce qu'on délègue une prise en charge qu'on va déléguer toutes les prises en charge. C'est là qu'il faut, pour rassurer aussi les délégants, il y a quand même différents niveaux de prise en charge à déléguer. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, du coup? Ce que n'est pas un protocole de coopération. Donc, les protocoles de soins. Protocoles de soins qui vont prévoir, par exemple, des prescriptions nominatives de soins ou d'actes effectués dans le respect des compétences de chacun. Donc là, il n'y a pas de dérogation. Par exemple, si un médecin prescrit un protocole d'adaptation des doses d'insuline en fonction des glycémies, l'infirmière, elle va appliquer ce protocole, mais en fait, le protocole, il est prescrit par le médecin. C'est le médecin qui prescrit et l'infirmière, elle applique la prescription que le médecin a fait. Et donc, chacun est dans son décret de compétence, on n'a pas de dérogation. Et en plus, c'est nominatif, ce n'était pas le cas d'un protocole de coopération. Protocole pluriprofessionnel, c'est un protocole qui organise le fonctionnement d'une équipe, mais c'est pas, on ne déroge pas au décret de compétence, on ne transfère pas des tâches, donc ce n'est pas la même chose. Protocole d'organisation, c'est pareil, protocole entre une IPA et un médecin qui définissent les conditions de coopération. C'est un protocole vraiment qui, par exemple, le médecin et l'infirmière, l'IPA vont se mettre d'accord sur un suivi de patientèle, etc. Mais c'est chacun dans son décret de compétence. L'IPA va rester dans son décret de compétence dans ce protocole-là. Ce qui n'exclut pas la possibilité qu'un médecin fasse un protocole de coopération avec une IPA s'ils ont besoin de déroger au décret de compétence de l'IPA. Et enfin, les protocoles ne rentrent plus dans l'expérimentation article 51. Ça crée beaucoup de confusion et beaucoup de crainte parce qu'effectivement, on me dit, mais oh là là, non, les protocoles, c'est l'article 51, c'est hyper compliqué. Alors, l'article 51, c'est compliqué, c'est vrai, mais les protocoles ne sont pas article 51, c'est maintenant rentré dans le droit. Et donc, maintenant, ça peut être mis en place de façon plus simple. L'article 51, c'est une disposition qui permet de faire des expérimentations au niveau du système de soins qui déroge aux modalités actuelles d'organisation et de financement du système de santé. Par exemple, en l'occurrence, on parlait d'une expérimentation où une équipe de soins est rémunérée au forfait plutôt qu'à l'acte. Ça, on déroge aux règles de financement de la sécurité sociale. Mais là, on n'est plus du tout dans ce cadre. Donc, un protocole de coopération, en fait, ce n'est plus expérimental. On est dans la loi. Par contre, effectivement, quand on écrit un protocole local, c'est quelque chose qu'on met en place au niveau de notre MSP, mais c'est pas expérimental au sens juridique. Ça l'est plus, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sur les protocoles, c'est important d'être au clair. Il y a deux types de protocoles. Il y a les protocoles nationaux. Alors, les protocoles nationaux, en fait, au niveau de la DGOS, ils font un appel à manifestation d'intérêt sur certains thèmes chaque année. Ça peut être sur les soins palliatifs, ça peut être sur la douleur. Et il y a une équipe
qui répond à l'appel à manifestation d'intérêt, qui est sélectionné et qui, pendant plusieurs mois, rédige un protocole de coopération qui est accompagné par la Haute Autorité de Santé. Donc, le protocole est validé par la Haute Autorité de Santé et il y a une consultation également des représentants des professions. Et ensuite, il y a un arrêté ministériel. Et une fois que ce protocole est arrêté, toutes les équipes qui répondent aux critères du protocole peuvent le mettre en place. Juste, ils ont à adhérer à ce protocole et mettre en place le protocole tel qu'il est rédigé dans les textes. C'est le plus simple, entre guillemets. Il y en avait 6, mais il y en a des nouveaux, d'après ce que vous dites. Alors, vous parlez des protocoles soins non programmés. Donc, je reviendrai après sur la liste. C'est pas la même chose que les protocoles nationaux. Si, les protocoles soins non programmés, c'est des protocoles nationaux. Mais il y en a plein d'autres, des protocoles nationaux. D'accord. Actuellement, on en a une bonne... on ne doit pas être loin des... On a plus de 50 protocoles nationaux. Alors, tous ne peuvent pas être mis en place en MSP. Ah oui, voilà. On les verra après, ceux qui peuvent l'être. Mais il existe des protocoles nationaux pour l'hospitalier, par exemple. Un protocole assez connu qui est le fait que l'infirmière d'accueil et d'orientation aux urgences peut prescrire la radio devant un trauma de membre en lieu et place du médecin, par exemple. Mais ça, c'est un protocole qui sera mis en place à l'hôpital. Mais il en existe, il y en a sur la cardiologie, il y en a sur l'ophtalmo. Enfin, voilà. Là, on a toute une liste qui est sur le site du ministère de la Santé, donc qui est actualisée à chaque fois qu'il y a un nouveau protocole. Donc, vous n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc, ça, c'est le cas de figure le plus simple, entre guillemets, parce que le protocole a été validé au niveau national. Vous avez juste à adhérer. Alors, le juste, on verra ce que ça veut dire. Ensuite, il y a les protocoles de coopération locaux. Alors moi, j'ai envie de vous dire, intéressez-vous aux protocoles de coopération locaux si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur dans les nationaux. Parce que si le travail a déjà été fait dans un autre protocole national, ça ne sert à rien de vous lancer dans un protocole local. Par contre, si dans les protocoles nationaux, vous ne trouvez pas, ça ne répond pas à votre besoin, vous pouvez rédiger un protocole de coopération au niveau de votre équipe. Donc, il est élaboré par une équipe de santé. Et il sera valable que pour cette équipe. C'est-à-dire que l'équipe va déclarer ses délégants, ses délégués, et donc ces personnes vont le mettre en œuvre. Par contre, si un nouveau professionnel arrive dans l'équipe, il va falloir qu'il se forme et qu'il adhère au protocole pour mettre en œuvre. Il ne peut pas le mettre en œuvre comme ça d'emblée. Ou l'équipe d'à côté ne peut pas se dire je vais faire pareil. Ils peuvent, mais il faut qu'ils fassent la même démarche. Donc on peut dupliquer du protocole de coopération locale, mais il faut quand même se déclarer. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un gros travail de rédiger des protocoles locaux. Donc, on le verra après, il y a une trame et on verra comment on peut vous accompagner. Mais déjà, la première démarche, c'est est-ce que j'ai besoin d'un protocole de coopération ? Donc, ça veut dire, la première question à vous poser, c'est de quelle dérogation j'ai besoin ? Quelle dérogation de compétences j'ai besoin pour ma prise en charge ? Et ensuite, est-ce qu'il existe déjà un protocole sur le sujet au niveau national ? Sinon, je peux écrire un protocole local. Il y a une petite étape intermédiaire entre les deux, c'est que vous pouvez nous contacter pour être sûr qu'une autre équipe n'a pas déjà fait le même travail. Parce que des protocoles locaux, il commence à y en avoir plus. En région, mais aussi en extra-régional, nous, on est en lien avec nos collègues des autres ARS. Et c'est vrai que quand on est saisi pour des nouveaux protocoles, on demande déjà aux collègues, est-ce que vous n'avez pas déjà un protocole qui répond à cette demande ? Parce qu'on ne va pas tous refaire le même travail. Après, à l'inverse, des fois, il existe des protocoles qui répondent un peu près à votre besoin, mais pas tout à fait. Et vous pouvez créer un protocole local pour l'adapter vraiment à votre besoin. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un protocole national qui répond à votre besoin, mais il y a une ou deux choses qui ne correspondent pas à votre besoin. Par exemple, un protocole qui s'applique jusqu'à 65 ans. Et vous voulez prendre en charge les patients jusqu'à 75 ans, dans le cadre du protocole. Eh bien, vous pouvez le copier, faire un protocole local en disant moi, j'irai jusqu'à 75 ans. Donc, on peut quand même un peu adapter. Est-ce que ça, c'est clair ? Oui ? Est-ce qu'il existe une liste de tous les protocoles locaux ? Alors, elle existe parce qu'en fait, le système de déclaration, c'est une plateforme nationale. Donc, les données, elles sont recueillies. Au niveau de l'ARS, alors déjà, cette plateforme, il y a la DGOS qui a accès et les ARS. Actuellement, l'assurance maladie n'a pas accès. Donc, quand l'assurance maladie a besoin de savoir, ils nous demandent, on fait une extraction et c'est comme ça qu'ils l'ont. Nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a déjà. Vous ne pouvez pas le voir. Ouais. Par contre, vous pouvez nous solliciter. Et même nous, au niveau ARS, on voit que notre région.
Donc, et on est obligé de solliciter. Alors, ce qu'on a fait entre référents au niveau des ARS, c'est qu'on s'est fait un groupe Teams, on s'est fait un tableau et chacun a rempli ses lignes. Comme ça, on a une vision voilà, à peu près nationale pour être sûr que ça n'a pas déjà été fait quelque part. Donc, c'est pour ça que voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Mon besoin, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose en magasin ou non? Est-ce que ces protocoles sont valorisés dans la CI? Alors, en tant que protocole de soins, ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être. Sur les SNP, je crois que ça peut être un des critères. Mais peut-être que la CPAM, non. Il me semble que dans la CI, sur les protocoles soins non programmés, vous pouvez le valoriser. Mais par exemple, j'ai une MSP qui a des protocoles locaux et dans son ACI, il n'a pas pu le valoriser. Voilà. C'est sur les soins non programmés surtout. Les 6 protocoles, on va les revoir: angine, cystite, lombalgie, entorse, varicelle et rhinite allergique. Voilà. D'accord. Merci. Je ne l'ai pas abordé, mais on le verra, on pourra en échanger sur le modèle économique des protocoles parce que c'est vraiment par protocole. Il n'y a pas de règle générale, mais on en reparlera quand même parce que c'est quand même un des freins qui peut se poser pour vous. Alors, quel protocole, on en a un peu parlé, mais quel protocole vous connaissez du coup en MSP actuellement? Donc, les 6 soins non programmés, effectivement. Donc, cystite, angine, lombalgie, entorse, rhinite allergique, varicelle. Alors, rhinite allergique, varicelle, il ne marche pas. Au niveau national, on a... franchement, il y a une enquête chaque année, on en a vraiment très peu. Alors pourquoi? Parce que déjà, rhinite allergique, dans le renouvellement du traitement, maintenant les pharmaciens peuvent renouveler, donc il n'a plus trop d'intérêt. Et la varicelle, il faut croire que les patients n'ont pas tant besoin et qu'ils consultent. Enfin, en tout cas, il n'y a pas... C'est pareil, voilà. Par contre, gros succès du protocole cystite et angine, mais à tel point que pour les pharmaciens, c'est sorti des protocoles, c'est devenu dans le droit commun. Donc maintenant, c'est intégré à leur décret de compétences parce que ça a énormément marché. Donc c'est ça l'intérêt des protocoles aussi, c'est que ça a permis de tester en toute légalité une dérogation au décret de compétences et du fait du bon déroulement et du succès, c'est passé dans le droit commun. Donc maintenant, les pharmaciens peuvent le faire sans protocole. Le protocole existe toujours pour les IDE. Voilà. Donc, si vous êtes impliqué dans un protocole avec des pharmaciens, en fait, si vous avez des IDE, gardez-le sous démarche simplifiée. Vous enlevez les pharmaciens qui ne sont plus dans le cadre du protocole, mais les IDE peuvent toujours le faire. Entorse et lombalgie, ils ont moins de succès, mais on a les retours qu'ils sont quand même complexes à mettre en œuvre. Et donc, il est prévu, on nous l'annonce depuis quelques mois, qu'ils sortent, qu'il y ait une revue de ces... Enfin, ils ont été revus, ils ont été simplifiés et on attend qu'ils soient publiés. Et donc, je pense que dès qu'ils seront publiés, on aura une petite communication, je pense, spécifique sur ces protocoles-là. Donc, c'est avec les kinés. Voilà. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Il y en a au moins un que vous connaissez, c'est sûr. Mais qui n'est pas un protocole de coopération très classique, parce qu'il est centralisé par une association. Azalée. Azalée est un protocole de coopération. Alors, la démarche n'est pas du tout la même, c'est un peu l'exception parce que on a une association nationale qui recrute les IDE Azalée. Par contre, le processus de déclaration est le même. Est-ce que vous en identifiez d'autres? Ils sont beaucoup moins connus. Alors, vous avez un protocole sur la prise en charge des diabétiques qui sont traités par pompe à insuline externe par les infirmiers. Il y en a un sur la fragilité, mais je pense qu'il a moins de succès parce que maintenant, avec le déploiement d'ICOP, voilà, je pense que il était antérieur et il rencontre peu de succès. Un tout nouveau, celui-ci, coopération entre médecins et infirmiers pour la prise en charge à domicile des patients âgés ou en situation de handicap et en difficulté pour se déplacer au cabinet des médecins. Alors celui-là, il est tout nouveau de 2024 et en plus, la tendance au niveau national est que sur les nouveaux protocoles, ils y associent un modèle économique. Parce qu'on leur a quand même dit que les protocoles qui fonctionnent le mieux sont ceux qui sont financés. Donc, celui-là est sorti en 2024 et il y a un modèle de financement. C'est un financement forfaitaire entre le médecin et l'infirmière. Et donc, c'est l'infirmière qui fait les visites à domicile. Les visites à domicile.
Et donc celui-là, il n'est pas encore, enfin, j'en ai pas vu de déclaré dans la région, mais parce que je pense qu'il est encore peu connu, donc il faut le temps d'appropriation et de mise en œuvre. Ça implique quoi, visite à domicile? C'est les prises constantes et le renouvellement des traitements? Exactement, c'est principalement ça, avec le renouvellement des traitements et... Ah oui. Pourquoi? Non, je savais pas. Je savais pas du tout que c'était que ça ouais, existait. ouais. Alors ça exclut bien sûr tout événement aigu, etc. Mais ça permet quand même d'éviter que la personne se déplace, ou surtout quand elle peut pas, pour qu'il y ait le renouvellement des traitements dans le cadre où, voilà, quand on est bien dans le cadre. Hein. Et il y a une obligation que ce soit une fois sur deux, ou que le médecin intervienne quand même à un moment, ou Oui, il y a ça peut quand pas même. être toute l'année. Non, il y a quand même au moins une visite annuelle, je pense. Et ça, c'est bien précis dans le protocole. Mais si vous voulez, on pourra le regarder ensemble. Ok. Ouais. Alors c'est vrai que sur des nouveaux protocoles comme ça, on pourrait, il faudra peut-être travailler une fiche un peu mémo, et on pourrait travailler avec la Fédé pour diffuser, pour déchiffrer le protocole, parce qu'il est assez lourd comme document en lui-même. Azalée, donc que vous connaissez, protocole soins non programmés, on les a cités. Oui. Ah pardon, excusez-moi. Azalée, c'est un protocole entre médecins et infirmiers qui délègue une partie du suivi des maladies chroniques. Alors, elles sont précisées bien sûr dans le protocole. La spécificité du protocole, quand je disais que c'était un peu l'exception, c'est-à-dire que les IDE Azalée se déclarent sur des marches simplifiées parce qu'elles ont une délégation de compétences. Par contre, c'est un vous ne pouvez pas le faire tout seul au niveau de votre MSP. En fait, il faut qu'une infirmière soit recrutée par l'association Azalée, qui reçoit des financements de la CNEM, et formée par cette association. Et ensuite, elle met en œuvre le protocole. Par contre, elle est salariée du coup de l'association. Elle est voilà. Oui. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même démarche par rapport aux autres protocoles, mais en fait, Azalée d'ailleurs est de Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est une association qui est en Deux-Sèvres, et en fait, il préexistait au texte sur les protocoles, et quand les protocoles sont arrivés, on les a mis dedans pour avoir un cadre. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a un déploiement qui est très ex-Poitou-Charentes du coup, parce qu'il y a une implantation très forte, donc il y en a pas mal en Deux-Sèvres, en Charente, en Poitou-Charentes, mais ça se déploie aussi sur les autres départements, et voilà. En général, on a un bon retour des médecins qui travaillent avec les Azalées. Ils sont assez satisfaits du temps que ça peut faire gagner, et des prises en charge. Et enfin, les protocoles locaux que vous pouvez rédiger, bien sûr. Voilà. Actuellement, c'est les protocoles qu'on peut mettre en œuvre dans la MSP. Pour commencer, les plus simples, c'est ceux-ci. C'est les protocoles soins non programmés. Je pense que c'est les plus connus aussi. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'en doute pas. Alors après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les protocoles, ça bouge. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un protocole, quelque chose qui est un protocole aujourd'hui, il suffit que les décrets de compétences changent, et bien, ce ne sera plus un protocole. Par exemple, on aurait pu avoir des protocoles sur la vaccination, mais depuis que les infirmières peuvent vacciner, c'est plus un protocole, donc voilà. Donc ça bouge, c'est vivant. Juste une question, c'est nominatif, c'est-à-dire qu'on va faire un protocole avec tel professionnel de santé ou avec un groupe? Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un groupe qui adhère à un protocole, mais par contre, quand vous déclarez un protocole, chaque membre doit se déclarer. Donc, si c'est la coordinatrice qui déclare sur l'outil démarche simplifiée, il faut que chaque délégant soit renseigné. On va demander sa profession, son diplôme, son RPPS, voilà. Et chaque délégué, nominativement, pareil, on va demander le RPPS, on va demander l'attestation de formation au protocole, etc. D'accord. C'est chaque délégué, il doit être formé, en fait, puisqu'il sort de son champ de compétences. Ouais. Donc, c'est normalement nominatif. Sinon... Après, l'équipe, elle peut bouger. En fait, votre déclaration protocole, donc c'est dans un outil démarche simplifiée, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous faites votre déclaration, et votre déclaration, elle reste en cours tout le long que vous le mettez en œuvre, le protocole. Et quand il y a un nouveau délégué, on rajoute. Si quelqu'un s'en va, on l'enlève. Voilà. Et si un jour vous arrêtez, vous enlevez votre protocole. Donc ça, c'est vivant. Et un protocole, alors pour les locaux, vous le déclarez, vous l'avez rédigé, vous le déclarez, vous le mettez en œuvre. Si à un moment, vous dites, on voudrait changer certaines choses dans le protocole, mais on le modifie. C'est vivant. Faut vraiment le voir comme ça. J'anticipe peut-être un peu, mais vous avez parlé de formation.
c'est quelque chose qui reste un peu flou. En fait, ça consiste en quoi? On fait un PowerPoint, on passe 1 heure à faire... Oui, alors, vous avez raison de poser la question parce que c'est un des gros points, voilà, une question récurrente. Alors, dans certains protocoles nationaux, dans tous les protocoles, il y a un onglet évaluation où c'est précisé. Et dans les protocoles nationaux, des fois, c'est précisé de façon plus ou moins précise. Voilà, on va le dire comme ça. Quand je dis plus ou moins précis, c'est-à-dire qu'en général, il est mentionné toutes les choses à voir, toutes les choses à acquérir et les modalités d'évaluation de la formation. Des fois, ils vont vous dire il faut faire un QCM et avoir 8 sur 10. Mais vu que vous n'avez pas les questions du QCM, ça ne veut rien dire. On est d'accord. Ça cadre quand même un peu la formation. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans les protocoles nationaux, quand il y a une formation précisée, il faut quand même répondre à tous les items. Moi, je trouve que le mieux, c'est quand même que les délégants forment les délégués parce que c'est là où on va aborder les questions plus techniques. Il y a une question aussi de confiance, de former l'équipe, etc. Après, vous avez la possibilité dans certains de faire appel à des organismes de formation. Mais moi, je trouve ça très important que les délégants soient quand même impliqués au niveau de la formation des délégués. Et ensuite, la plupart du temps, le format, c'est effectivement un petit diaporama, alors qui va présenter par exemple les notions de base des pathologies qui vont être prises en charge. Donc ça c'est quand même important pour que le délégué soit à l'aise avec ces pathologies. Et ensuite, ça va être une formation à bien appliquer le protocole. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce qu'on attend, c'est que le délégué, il ait bien compris son protocole. C'est-à-dire, c'est quoi mes critères d'inclusion ? C'est quoi mes critères d'exclusion ? Par exemple, si un patient, il est exclu quand il a de la fièvre, d'accord, mais c'est à partir de combien je l'exclus ? Il faut qu'il soit au clair sur ça. Ou si, par exemple, j'avais sur des douleurs dentaires, j'avais certains critères d'exclusion au niveau, un gonflement, etc. Je disais, oui, mais il faut que le délégué soit très clair sur ce que vous entendez. C'est-à-dire qu'un dentiste, il va dire, il y a un trismus, on l'exclut. Oui, enfin, un trismus, c'est quoi ? Donc, il faut que le délégué puisse savoir vraiment ce que c'est. Donc, il faut qu'il soit au clair sur tous les critères d'inclusion, tous les critères d'exclusion, sur donc, quand il peut inclure, quand il doit appeler le délégant, quand il sort de son protocole et dans l'application du protocole sur toutes les étapes. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que c'est un protocole bien fait, c'est un pas à pas, un logigramme, et le délégué, il doit être au clair avec ça. D'accord ? C'est vraiment l'objectif. Je ne sais pas si je peux intervenir, parce que du coup, j'ai été formatrice. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure de la responsabilité du délégant par rapport au délégué. Je pense que c'est bien quand c'est toi qui as formé et que tu sais comment tu as formé. Et en termes de responsabilité, je pense que toi, tu es responsable de comment tu as formé tes délégués. Et on pourra t'attaquer que là-dessus. Alors qu'effectivement, dans la réalisation de l'acte, normalement, si le délégué, il a été bien formé, après, sa responsabilité de savoir s'il a bien appliqué, pas bien appliqué, s'il y a des complications, des machins, ce sera sa responsabilité à lui. Donc, du coup, oui, je pense que c'est pour toi, pour te déléguer quelque chose, c'est pas mal si tu sais comment tu les as formés, et ce que tu leur as dit, etc. Et comment... Alors souvent, on me demande, alors que souvent des coordinateurs de CPTS me disent les médecins, ils vont pas réussir à libérer la demi-journée pour venir former et tout. Mais, donc, ils préfèrent faire appel à des extérieurs. Là, je dis oui, mais c'est embêtant quand même. À un moment, il faut que l'équipe, elle soit à un moment T ensemble pour se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on applique, comment on l'applique, et ça, c'est très important. Comment on communique. Donc voilà, et c'est vrai que ça pose vraiment la question de la responsabilité qui revient tout le temps. Je vous rassure. Donc on me dit tout le temps, les médecins me disent oui, mais au final on va être responsable de tout. Donc s'il y a un problème, on reviendra vers nous. Donc non. Tout le monde a un niveau de responsabilité dans les protocoles, donc ce qui demande aussi une confiance en son équipe. Donc le délégant est responsable de former ses équipes et il est responsable, et c'est souvent précisé dans les protocoles, de faire la revoyure ou de répondre aux délégués qui le sollicitent. C'est-à-dire que si un protocole, il y en a un patient, il n'a pas les critères d'inclusion, le protocole prévoit qu'il soit vu sous 24 heures, il faut qu'il soit vu, donc il faut que le délégant puisse le voir. C'est des engagements. Pareil, si on demande que le délégant soit joignable, il faut qu'il puisse... Dans certains protocoles, c'est le médecin traitant qui doit être vu. Médecin traitant, ou alors il y a toujours généralement la situation d'urgence aussi, où on oriente vers les urgences. Mais après, ça dépend ce qui est écrit dans le protocole. J'ai un médecin qui applique des protocoles locaux, et dans le protocole, c'est écrit l'infirmier applique les protocoles que si le médecin est dans les murs.
Mais c'est eux qui ont défini ça. Voilà. Donc ça, après ça, donc chacun doit respecter les engagements du protocole. En fait, le délégant, il doit respecter d'être joignable ou de pouvoir voir le patient. Le délégué, par contre, il doit respecter strictement le protocole. S'il ne le respecte pas, il sort de sa dérogation de compétence, il est en exercice illégal de la médecine ou de la kiné, voilà. Donc le délégué, il est sécurisé par le protocole s'il l'applique bien. Par contre, s'il sort du protocole, c'est sa responsabilité. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un EIG. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y aura pas un événement. Alors, je vous rassure, au niveau national, ça fait tous les ans, il y a une enquête pour recueillir les indicateurs de suivi et les EIG, c'est exceptionnel. Il y en a vraiment très peu. D'ailleurs, c'est pour ça que la HAS a fait une tribune pour qu'on simplifie les protocoles pour aller plus loin. Événements indésirables graves, pardon. Donc vraiment, ça montre quand même que les risques ils sont faibles. En même temps, les protocoles, les professionnels ne font pas n'importe quoi en général. Ils cherchent quand même à bien faire. Donc voilà, il faut leur faire confiance pour faire des protocoles. Et par contre, s'il y a des événements, c'est tout. On fait un retour d'expérience et puis si besoin, on va modifier le protocole s'il faut l'adapter. Mais comme tout professionnel va adapter sa prise en charge pour l'améliorer tous les jours. Alors, petit quiz. Pour mettre en place un protocole coopération, est-ce qu'il faut que tous les professionnels de santé de la MSP soient d'accord? Non. Effectivement, en fait, il faut juste que les professionnels de santé qui veulent le mettre en place soient d'accord. S'il y en a qui ne veulent pas le mettre en place, pas de souci, ils ne sont pas obligés d'intégrer le protocole. Et s'ils changent d'avis, ils pourront toujours rejoindre l'équipe plus tard. Il n'y a pas besoin de l'accord de l'ARS pour mettre en œuvre un protocole de coopération. Alors, il n'y a pas besoin de l'accord de l'ARS. Nous, on ne fait pas de validation. C'est vous qui mettez en œuvre, vous vous déclarez sur démarche simplifiée pour être en toute légalité. Nous, sur les adhésions protocole coopération sous démarche simplifiée, on fait du boulot très administratif. On va vérifier que vous avez mis toutes les pièces justificatives qu'il faut. Et donc, on reviendra vers vous s'il en manque, etc. Même sur les protocoles locaux, vous avez rédigé votre protocole, vous déclarez votre équipe, vous l'avez formé, etc. Vous mettez tout sous démarche simplifiée. Dès lors que vous avez l'accusé de réception, vous pouvez commencer. Alors, je vous rassure, je les lis. Alors, ce que disent les textes, c'est que l'ARS peut suspendre ou arrêter un protocole qui ne répond pas aux critères qualité-sécurité. Donc, pour remplir cette mission, je dois les regarder. Par contre, je n'ai pas à les valider. Moi, je suis pas la HAS, je ne les valide pas. D'accord? Donc, on peut les suspendre. Alors, des fois, on va lire un protocole qui nous paraît très bien, puis il va se passer un événement qui est déclaré, on va discuter avec l'équipe, soit pour le modifier, soit pour le suspendre, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de la validation RS. Par contre, c'est vrai que quand vous écrivez des protocoles locaux, ce que je vous disais déjà de 1, demandez-nous quand même s'il en existe déjà, parce que ça vous fera gagner du temps. Et de 2, si on est au courant que vous travaillez un protocole, on ne sera pas étonné de le voir et ça nous fera gagner du temps. Et on pourra vous accompagner dans la rédaction. Là, j'ai une équipe en Deux-Sèvres qui travaillait un protocole sur les douleurs dentaires. C'est plusieurs fois qu'on échange et que je leur propose des modifications, etc. Parce qu'il y a tout un travail un peu rédactionnel. Voilà, ils vont le déposer, mais ils pourront le mettre en œuvre dès qu'il sera déposé. Et aussi bien, quand je dis ça, c'est aussi bien valable pour le premier recours que pour l'hôpital. Hein. Alors, sur les protocoles locaux en ville, actuellement, je dois en avoir... J'en ai 6 sur une même MSP. Sur l'hypertension, l'hypothyroïdie, la dyslipidémie. Qu'est-ce qu'il y a d'autres? Bon, je ne sais plus les autres. Et j'en ai un sur les douleurs dentaires à Oléron et un autre sur les douleurs dentaires en 17 aussi, à Sainte, je crois. Voilà. Pour le moment. Quelles sont les étapes pour mettre en œuvre, du coup, le protocole? Donc déjà, ce que je vous disais, en 1, il faut être sûr du besoin, il faut définir le besoin que vous avez. En 2, on va identifier quel protocole on utilise, est-ce qu'il en existe déjà ou pas. Et ensuite, si on trouve le protocole qui existe, on vérifie qu'on a les bonnes conditions d'application. Oui. Non, vous étiez passé sur vérifier ces conditions d'application en 1, mais vous l'avez dit à la fin. Mais parce que
En l'occurrence, c'est ce à quoi on se heurte aujourd'hui. C'est qu'on essaie de réfléchir à faire un protocole, c'est bien, mais comment on va l'appliquer au quotidien ? Parce que si personne y a accès facilement, si c'est pas facile à mettre en œuvre dans sa pratique, personne va le faire. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais à la présentation, c'est qu'on essaie de l'intégrer au système d'information parce qu'on se dit qu'il n'y a que par ce biais-là que ça va fonctionner. Parce que si on donne 10 feuilles de papier aux pharmaciens pour qu'ils remplissent les trucs, ça va le gonfler, il ne va pas le faire. Oui, vous avez raison. Alors, quand je disais conditions d'application, c'était déjà les conditions. Est-ce que je suis bien de la bonne profession délégant-délégué ? Est-ce que, en tant que libéral, est-ce que j'ai le droit de le mettre en œuvre ? Parce qu'il y a des protocoles où c'est prévu que ce soit... Par exemple, il existe un protocole, c'est prévu en centre de santé, mais ce n'est pas prévu en MSP. Bon, voilà. Si vous n'êtes pas en centre de santé, vous ne pouvez pas le mettre en œuvre. Ou alors, il faut faire un protocole local. C'est les conditions théoriques d'application. Voilà, c'est de ça que je parlais. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, après, tous les freins que vous aurez à sa mise en œuvre, peut-être... Mais est-ce que vous aviez un protocole en tête, par exemple ? On avait travaillé sur celui des cystites. Mais c'était juste pour voir si on était capable de le mettre en application rapidement et on essayait de s'imaginer si ça allait être efficace. Et vous, le frein, c'était le système d'info ? Oui, oui. Il a fallu intégrer, en fait, reprendre les PDF, essayer de les intégrer dans le système d'information pour que chaque professionnel puisse, en un clic, faire dérouler et le compléter au fur et à mesure avec les critères directement. Et oui. Parce que c'est comme vous disiez, c'est un. Et puis ça dépend le volume. Un diagramme où on a les critères d'exclusion à chaque fois. Exactement. Donc il faut les cocher, oui. Ouais, on s'était dit si on peut sur l'ordinateur cocher à chaque fois, ça va très vite. C'est le mieux. Enfin, quand on peut, c'est le mieux. Si le pharmacien a dans son tiroir le PDF, fait le papier qui doit le sortir, qui doit cocher, c'est moins. Oui. Oui, après, c'est sûr que mais quand les pharmaciens ont la volonté de le faire, qu'ils participent, mais nous, l'idée, c'était de l'élaborer et qu'eux, ils n'aient aucun effort à faire. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu l'adhésion. Mais s'ils sont volontaires, évidemment, on peut trouver des... Ça, je pense que ça va aussi, ce que vous dites, c'est l'adhésion et l'effort que chacun est prêt à faire. Et ça, il faut en avoir conscience, mettre en place un protocole, c'est de l'investissement. Et c'est de l'investissement pour les délégants et pour les délégués. Alors après, on s'y retrouve normalement, on espère, et ça fait évoluer les pratiques et les coopérations, mais c'est de l'investissement et ça, il ne faut pas le cacher dès le début, parce qu'effectivement, il y aura des freins. Après, ça dépend les volumes aussi. Moi, on m'a déposé un protocole local pour un volume de 3 patients par an. Mais ça rend des services à tout le monde, aux patients, aux médecins, aux pharmaciens. Donc, au final, ils s'y retrouvaient et pourquoi pas. Voilà. Après, ça va dépendre globalement en l'occurrence, ces protocoles-là, les pharmaciens n'ont pas eu trop de résistance. Enfin, nous, on l'a vu beaucoup se déployer. Alors, effectivement, pas toujours avec le système d'info où on pouvait cocher. Effectivement, des fois, ils avaient juste le protocole imprimé où ils vérifiaient chaque critère et après, il l'inclut. Mais après, effectivement, dans tous les protocoles, vous aurez forcément des freins à lever pour le mettre en œuvre. Ça, je pense que, voilà, vu qu'on change une pratique, dans tous les cas, vous en aurez. Identifier les professionnels de santé volontaires, les convaincre, donc leur expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, leur niveau de responsabilité, qu'il va falloir se former, qu'il va falloir se déclarer, comment ils vont être payés ou pas payés. Ça, c'est un aspect non négligeable. C'est-à-dire que pour les protocoles coopération, il n'y a pas forcément de modèle économique. Même la plupart des protocoles n'ont pas de modèle économique. Ceux qui en ont, c'est les soins non programmés, effectivement, où il y a une possibilité de déclarer par bordereau. On est un peu à l'ancienne. Pauvre CEPAM, qui tous les 6 mois, on fait un bordereau et on déclare. Et donc, il y a un paiement de 25 € par acte. Il y a le protocole dont je vous ai parlé, visite à domicile. Maintenant, c'est tout nouveau, c'est par forfait. Il y a les protocoles ophtalmo. Vous êtes assez peu concernés entre orthoptistes ophtalmo qui ont un acte valorisé. Et puis, c'est à peu près tout. Les autres, c'est pas rémunéré actuellement. Sur les protocoles locaux, particulièrement, c'est très complexe. Nous, on l'a fait remonter au niveau national. Tant qu'il n'y aura pas de valorisation, c'est quand même compliqué. Alors, pour autant, j'ai des MSP qui ont rédigé des protocoles parce que ils sont intéressés quand même par la mise en œuvre. Les CEPAM ne sont pas du tout impliqués dans le financement des protocoles locaux. Et les textes disent que les ARS peuvent financer.
Sauf que nous, au niveau agence, si on financera sur du fonds d'intervention régional, donc c'est une enveloppe fermée, donc même si moi je négocie un budget côté agence, je ne pourrai jamais suivre sur du financement à l'acte. Donc on va pouvoir vous accompagner à avoir des financements d'amorçage, mais financer de l'acte pour nous au niveau agence c'est très compliqué. Voilà. Mais c'est vraiment un frein qu'on a déjà discuté avec le national. On espère qu'un jour que ça va un peu bouger les lignes sur ça, mais voilà, ça c'est un des gros freins. Et à l'hôpital, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de financement non plus sur les protocoles. Donc former les délégués, donc ça c'était une des questions, effectivement, comment se passe la formation? Il faut faire simple. Il faut que les délégants forment leurs délégués. Ils font un diapo sur le sujet du protocole avec des notions simples. Ils expliquent ce qu'est la pathologie. Ils vont expliquer les traitements, par exemple s'il y a des prescriptions. Il faut quand même expliquer les risques de ces prescriptions, etc. Et puis après, on explique surtout le protocole et à la fin, on s'assure que la personne ait compris. Donc comment on fait? Soit vous faites un QCM, effectivement, quand c'est demandé un QCM. Donc là, vous êtes libre et puis il faut avoir 8 sur 10. Soit vous pouvez aussi faire des mises en situation, des jeux de rôle. C'est-à-dire, voilà, vous êtes pharmacien, vous prenez en charge alors pharmacien, c'est un mauvais exemple. L'idée, vous prenez en charge la cystite, comment vous faites? Et vous faites le jeu de rôle. Vous pouvez le faire comme ça. Et ensuite, il y a même la formation continue, c'est-à-dire qu'on peut se dire que tous les 3 mois, on se réunit, on regarde les prises en charge qu'on a fait et on voit comment ça a été pris en charge et s'il faut revoir les choses. Donc, la formation, j'ai tendance à dire, ne vous faites pas un monde de ça. Il faut le faire, c'est hyper important. Je pense que si des délégants délèguent, il faut qu'ils aient confiance en leurs équipes et donc, ça passe par ce moment à définir. Alors après, vous pouvez quand même, et là je pense que la Fédé peut être en appui, si une équipe a fait un diapo, il peut le passer à une autre. Hein. Enfin, on peut mutualiser, il y a des choses qui peuvent être se transmettre d'une équipe à l'autre. Par exemple, là j'ai un protocole local sur les douleurs dentaires, si j'en ai un autre qui vient, je demanderai à l'équipe qui a déclaré, est-ce que vous êtes d'accord de donner votre diaporama de formation à l'autre équipe? Voilà. Une fois que tout le monde est formé, on peut déclarer et vous pouvez lancer. On déclare sur démarche simplifiée, donc vous mettez dans Google, démarche simplifiée, vous tombez sur un site, il faut créer son compte et puis vous déclarez. Alors moi je vous avoue que je trouve ça quand même encore lourd. J'ai demandé qu'on simplifie. Normalement, c'est en discussion au niveau national pour simplifier, parce que moi, idéalement, je voudrais que les délégants et les délégués, une fois qu'ils ont rentré leur numéro RPPS, on devrait pouvoir les identifier. Et à l'heure actuelle, il faut encore signer un papier, puis dire qu'on est bien docteur en médecine, et puis voilà. Donc ça, je trouve ça encore un peu lourd. Maintenant, une fois que c'est fait, et vous aurez juste à, au cours du temps, modifier s'il y a des modifications d'équipe. Donc voilà. Ça peut être fait par les coordinateurs. Hein. Souvent, c'est même fait par les coordinateurs. Et puis nous, on revient vers vous si... Donc vous n'attendez pas qu'on revienne vers vous, hein, parce que des fois, on nous demande j'ai déclaré, j'ai toujours pas de réponse de l'ARS. Donc, vous avez un accusé de réception automatique, vous pouvez déclarer. Et puis, si on revient vers vous, on vous dira, il y a une petite messagerie dans l'outil, on vous dit peut-être qu'il manque telle pièce, ou il nous manque... Il nous manque un papier, on vous le dit, et puis c'est bon. Et puis, donc, la mise en œuvre du protocole, normalement, après, voilà, vous suivez le protocole. Alors, ce qui peut être compliqué, c'est les modalités très pratico-pratiques, notamment de communication. Donc, les systèmes d'info, on est bien d'accord. Les modalités de communication entre les professionnels de santé. Au niveau patient, je n'ai pas eu de retour comme quoi c'était compliqué. C'est plutôt bien accepté. Il y a toujours un recueil de consentement dans tous les protocoles. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, dans tous les protocoles, il y a au moins le recueil des 4 indicateurs sur le nombre de personnes prises en charge, le nombre d'événements indésirables. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'il faut d'emblée vous dire, il va falloir les recueillir. Donc, il faut créer le tableau de suivi de vos indicateurs. Donc ça, c'est peut-être pas mal que les coordinateurs l'aient en tête. Parce que ça peut être un travail à faire, parce que normalement, annuellement, vous serez interrogé sur ça. Ça, c'est démarche simplifiée. Voilà, donc c'est démarche avec un S-simplifié avec un S.fr. Et donc là, vous pouvez commencer votre déclaration. Et puis après, une fois que vous avez un compte, vous pouvez revenir dessus et modifier à tout moment vos équipes.
Alors juste si un jour vous faites un protocole et que vous l'arrêtez parce que par exemple tous les délégants sont partis ou tous les délégués sont partis, pensez à le supprimer. Ça nous fait du nettoyage de base en moins parce que des fois on pense qu'on a 500 protocoles et puis il y en a 100 qui ne vivent plus sur le territoire. Protocoles locaux, donc c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'on va voir si on a un besoin, si on n'a pas de protocole nationaux qui répondent, on rédige son protocole, mais il faudra le déclarer de la même manière. C'est sur démarche simplifiée aussi. La seule chose, c'est qu'on rajoute le document, le protocole en lui-même, et que nous, on peut regarder, bien sûr. Il y a une trame qui existe sur le site du ministère et de l'ARS. Il y a une trame, vous la prenez. Plutôt utiliser la trame parce que ça vous guidera vraiment dans tous les critères d'inclusion à mettre, tous les critères d'exclusion, toutes les références bibliographiques. Voilà. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous solliciter sur les protocoles locaux. Notamment, la première chose, identifier quelle dérogation de compétences vous avez besoin. Voilà. Donc les modalités de mise en œuvre sont précisées dans chaque protocole. Donc on recueille le consentement, je l'ai dit, c'est obligatoire. Bon, bien sûr, un patient qui ne veut pas être inclus, il faut quand même qu'il soit pris en charge par le délégant. On décrit la marche à suivre par le délégué sous forme de logigramme, ça c'est très important aussi. Et là pour le coup, autant sur le protocole lui-même, voilà, c'est un peu lourd, c'est pas forcément. Moi sur le logigramme, là je regarde vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que moi, même pas formée, j'arrive quand même à comprendre si j'étais déléguée, qu'est-ce que je devrais faire. Modalité d'adressage du patient au délégant si c'est nécessaire. Ça aussi, il faut que ce soit quand même sécurisé. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec un délégué qui a un patient et qui ne sait plus comment l'orienter à son délégant. Mais bon, en général, vous connaissez bien. Donc, conduite à tenir en cas d'urgence, ça toujours. Il faut quand même être clair sur ça. Quand je dis urgence, c'est vraie urgence. Hein. Ce n'est pas le fait de l'adresser au délégant sous 24 heures. Je parle vraiment s'il y avait des signes de gravité qui nécessitent l'appel du 15, par exemple. Recueil des indicateurs de suivi, vaut mieux l'anticiper dès le début. Et déclaration des événements indésirables, ça c'est dans tous les protocoles. Vous êtes censé déclarer s'il y a un événement indésirable. Alors, ce qui veut, c'est comme je dis, moi, ça me paraît très normal qu'il y ait des événements indésirables. Ça fait partie de la vraie vie. On ne va pas vous taper sur les doigts parce qu'il y a des événements indésirables. C'est juste qu'il faut se poser et se demander pourquoi l'événement est arrivé et s'il faut revoir les choses. Mais ça, c'est dans toute bonne pratique. Donc, vraiment, il ne faut pas stigmatiser les EIG. Au contraire, hein, le fait de les déclarer, ça nous pousse à améliorer les prises en charge. Je vous ai mis les ressources. Vous avez le site du ministère. Sur le site de l'ARS, on a tout repris. Vous avez vraiment, si je veux déclarer, si je veux mettre en œuvre les pièces justificatives qui sont indiquées, avec santé à sa page protocole. Et vous avez vos DDARS en premier lieu, qui ont des référents premier recours, normalement, qui sont tous informés sur les protocoles. Et en général, quand ils ne savent pas vous répondre, ils nous interrogent nous. Mais sinon, vous pouvez aussi nous interroger sur la boîte mail suivante. Voilà, je donnerai le diaporama, donc vous pourrez l'apprendre et voilà, après on revient vers vous et on vous accompagne s'il y a vraiment des choses qui bloquent. Il est midi. On est à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être sur les aspects plus pratico-pratiques. Est-ce qu'il y a des questions très précises que vous voulez qu'on aborde? Oui. J'ai une question, juste un ordre d'idée du nombre de protocoles dans la région et au niveau national. Alors, qui ont été, dans la région, je suis sûre. Dans la région, je suis à 500 environ actuellement. Tout protocole. Que en MSP. Ah, alors il faudrait que je fasse la somme. Je pourrais vous dire les soins non programmés. Alors, est-ce qu'il y a une connexion Internet? Parce que ça, je pourrais me renseigner. Je l'ai sur mon ordi. Mais vous avez une cartographie, ce serait intéressant. Mais là, ça, je l'ai pas. Vous demander. Ouais. Mais c'est intéressant et on pourrait la produire si ce serait très intéressant. Ça, on pourrait le faire ensemble et faire un état des lieux en MSP. Alors du coup, spécifiquement en MSP, ça, on pourrait le faire avec santé. C'est un des projets effectivement qu'on a en cours de capitaliser. Alors là, on parle des protocoles de coopération, mais l'ensemble des actions des MSP et de les cartographier, de les qualifier avec vraiment des données utiles pour après dupliquer, s'inspirer, etc. Donc il faut qu'on bosse avec l'ARS sur cet outil-là. Ça, en tout cas, pour nous, c'est pas si compliqué de l'avoir parce que comme tout est sous démarche simplifiée, ça, on fait des extractions. Donc
j'ai envie de dire, ça c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Qu'il y a un outil national, ça nous permet quand même vraiment de requêter. Donc, c'est surtout soins non programmés en MSP. Il faudrait peut-être compter les azalées. Et effectivement, c'est les 2 plus gros de toute façon. Sachant que azalée, ça peut être en dehors des MSP aussi. Hein. Ouais. Alors, je ne suis pas allée jusqu'à cartographie, mais on le regarde souvent par département. Et c'est vrai qu'il y a des départements où on voit que la dynamique est moins enclenchée. Très nettement. Ouais. Le problème, c'est que je peux pas être sous... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si on a le protocole cystite avec les pharmaciens, on doit le supprimer du coup de démarche simplifiée. Alors ça dépend. Si vous avez que des pharmaciens, vous pouvez le supprimer. Si par contre, ou alors vous le gardez si vous pensez qu'il y a des IDE qui vont le faire. Mais avec les IDE, ça fonctionne moins bien. Je pense que ça se met moins bien dans leur tournée. Okay. Après, il y a des choses très pratico-pratiques qu'on n'a pas abordées. Par exemple, la prescription. Dans les protocoles, en général, les prescriptions types sont établies. Donc en fait, il y a juste à l'imprimer ou choisir. Parce que des fois, il faut choisir quand même la prescription. Il y a plusieurs options en fonction du logigramme. Et donc sur la prescription, il y a le numéro RPPS du délégant, le nom l'identité du délégué. Et donc, avec ça, au niveau de la pharmacie, ils doivent pouvoir délivrer le traitement, sachant que du coup, en fait, au niveau de traçabilité, au niveau assurance maladie, en fait, c'est une ordonnance qui sera au RPPS du délégant. Alors ça, c'est un peu dommage parce que nous, c'est vrai qu'on aurait pu espérer requêter sur les prescriptions faites par des délégués, mais ça, à partir des données assurance maladie, on ne peut pas parce que c'est que le RPPS délégant. Mais du coup, c'est préétabli. Donc après, il y a juste à ce que vous ayez les délégués et les prescriptions avec eux. Du coup, j'ai une question à ce sujet. Il se fait que nous, c'est à l'échelle de la CPTS et il n'y avait que moi qui étais délégant. Donc du coup, c'est moi qui prescris toutes les antibiotiques de toute la CPTS. Et du coup, sur mon ROSP, est-ce que ça a un impact ? Parce que moi, je prescris beaucoup d'antibiotiques. Oui. Mais ça, c'est les limites. Ouais. C'est sûr. Alors, c'est pareil. Bon, c'est une question à remonter. Du coup. On a pas mal des fois, on a des questions par rapport au... En fait, notamment pour les soins non programmés, le délégant ne sera pas forcément le médecin traitant du patient. Et ça peut être un peu problématique. Donc, il faut bien en parler avec les médecins du territoire. Mais en tout cas, voilà, ça, il faut quand même l'avoir en tête. Alors, dans certains protocoles, notamment locaux, souvent, voilà, c'est un des critères d'inclusion. Il faut être patient du médecin délégant, selon les prises en charge. Ce qui est normal quand on est sur du suivi ou de la pathologie chronique. Sur du soin non programmé, c'est moins gênant. Mais voilà, c'est une question qui revient et des fois qui embête quand même, qui peut créer un peu de conflit. Donc ça, il faut l'anticiper un petit peu. Oui. Oui, bonjour. J'aurais une question concernant ce que vous avez évoqué tout à l'heure entre les orthoptistes et les ophtalmos. On s'aperçoit qu'il y a des protocoles de coopération qui basculent dans le droit commun avec une évolution des nomenclatures de certains métiers. Est-ce que vous avez recensé ou recoupé ce qui apparaît aujourd'hui dans les nomenclatures versus protocole de coopération et qui ferait doublon ? Alors normalement, si c'est passé dans le droit commun, on n'est plus dans le protocole. On n'est plus censé faire doublon. Quand par exemple quand c'est sorti pour la cystite dans le droit commun, d'ailleurs avec la DCGDR, on s'est dit à partir de quand il faut arrêter les bordereaux et à partir de quand il faut coter l'acte. Donc on n'a pas eu de réponse de la CNAM très très précise. Après c'est une courte période. Après sur les ophtalmos c'est particulier parce qu'en fait l'acte c'est le même. J'ai demandé à l'assurance maladie pour pouvoir identifier quand c'est le cas dans le cas d'une délégation. En fait, ils me disent l'acte c'est le même, mais il y a ils indiquent que c'est un délégant. Donc en fait, c'est quand même un peu dommage parce qu'on aurait pu vraiment sortir vraiment la part de la délégation. D'accord. Et ça, j'ai tendance à dire, c'est vraiment là on rentre dans la difficulté sur les protocoles entre les institutions. Par exemple, le fait qu'il n'y ait que l'ARS qui voit les déclarations.
pour certaines CPAM, c'est très problématique. Donc, on est obligé de faire des extractions régulières pour transférer aux CPAM, pour qu'elles aient bien l'info, que le bordereau, il y ait eu un délégué qui a déclaré quelque chose, est-ce qu'il est bien dans un protocole? Donc, ils sont obligés de faire avec notre extraction pour vérifier. Enfin, voilà. Et pareil, pour les protocoles opticiens, orthoptistes et ophtalmo, c'est même pire que ça, le circuit, parce qu'il y a certains éléments qui passent par la CNAM et la DSS. Donc, des fois, les CPAM n'ont même pas l'info qu'un orthoptiste est dans un protocole, il y a un bonus. Enfin, voilà. Donc, le circuit est vraiment pas simple sur les protocoles. J'espère vraiment que ça va simplifier. Moi, j'ai demandé à ce que les CPAM aient accès à la base, ce qui me semble logique. Mais actuellement, on est encore... Alors, l'HAS a fait une tribune, je crois que c'était au printemps, en disant qu'il faut encore simplifier les choses. Donc, on espère que ça va arriver. La question n'était pas innocente. Hein. Après, bon, je vous avoue qu'au côté DGOS, il y a un petit flottement actuellement parce que le médecin historique, Dr Verrouvial, qui s'occupait des protocoles depuis très longtemps, qui était à la HAS, est parti en retraite fin juin. Et du coup, voilà, au niveau, il avait vraiment une très grosse expérience. Donc, on a une chef de projet qui est en charge, mais qui s'approprie aussi les sujets. Et les ARS elles-mêmes, hein, pour rien vous cacher, parce que moi, on est transparent. Le sujet protocole coopération prend beaucoup d'ampleur actuellement. Pour vous donner une idée, chaque année, mon nombre de protocoles double. Donc, on est vraiment sur une très bonne dynamique, ce qui est très bien. Et en même temps, aller vérifier chaque déclaration, multiplier, ça prend du temps. Donc, en tant que gestionnaire et en termes d'analyse des protocoles, là, on se heurte au problème de compétences. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance dans mon équipe. J'ai 2 conseillères pédagogiques, directrices des soins infirmiers. Moi, je suis médecin. Dans mon ARS, j'ai d'autres médecins, d'autres spécialités que je peux solliciter. Mais il y a des ARS où, sur le sujet protocole, il n'y a pas de médecin. Donc après, quand on vous soumet un protocole local, ils sont hyper embêtés pour l'analyser. Donc après, ça pose la question de qui peut regarder, etc. Donc nous, on n'a pas la HAS en région pour le faire. Donc nous, on est en train de réfléchir à une commission régionale quand même qui analyse pour nous appuyer, pour s'assurer que tout est bien. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, c'est la dynamique sur le terrain qui fera bouger les lignes, parce qu'il n'y aura pas le choix. Donc... J'aurais une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres dans la salle. C'est concernant la capitalisation de ces protocoles. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée d'avoir un outil ou des moyens pour capitaliser toutes les expériences, notamment au stade de la rédaction d'un protocole, plutôt que de phosphorer pour l'écrire, s'inspirer d'autres expériences pour pouvoir le faire? Alors oui. Vous l'avez déjà évoqué. Après, la difficulté sur les protocoles, c'est que c'est un champ très large. Parce que là, aujourd'hui, on parle de 100 MSP, mais moi, on me saisit sur des protocoles en anesthésia à l'hôpital. Donc, le champ, il est très transversal, multisecteur. Par contre, ce qu'on essaie d'impulser, c'est effectivement, selon les spécialités, selon les secteurs, d'avoir des dynamiques régionales. Par exemple, là, on est en train de commencer une dynamique avec les services d'urgence. On va mettre un groupe de travail et effectivement, si un service d'urgence rédige un protocole, l'idée, ce serait de le diffuser aux autres équipes. Donc, soit elle le duplique en local, soit il y a une autre possibilité, c'est que nous, il y a certains protocoles qu'on essaye de faire passer au niveau national. Cet été, j'ai déclaré 3 protocoles, dont un protocole local sur les douleurs dentaires, qui est sur l'île d'Oléron. Et en indiquant que j'ai ce protocole qui a été fait au niveau local, j'ai plusieurs sollicitations d'autres MSP ou CPTS qui veulent mettre en place quelque chose sur les douleurs dentaires. Donc, il y a un vrai besoin. Et donc, plutôt qu'avoir plein de protocoles locaux, je leur propose de passer ce protocole au niveau national, qui sera sûrement revu HAS et tout, mais voilà. Et en plus, ça permettrait, j'espère, d'avoir un modèle économique. Voilà. Après, est-ce qu'on sera retenu? Je ne sais pas, mais on essaye de faire ça. Et ce que je disais avant, c'est même entre ARS, on essaye de mutualiser sur ce sujet-là. Mais voilà. Donc après, sur les MSP, on pourrait très bien imaginer un groupe de travail avec santé, auquel on serait présent et on pourrait mutualiser les protocoles qui existent. Ça, nous, on y est très favorable, bien sûr. Bon, je retrouve la donnée. Je vais me connecter, mais avec mon partage de connexion, parce que la connexion de l'hôtel, le VPN, ça passe pas. Merci beaucoup à vous pour votre participation.